Voilà, allez, on va continuer donc de naviguer entre cette COP 21 et les élections parlementaires. Nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous Dr Loula Zakhlama, qui est professeure de communication. Merci d'être avec nous d'abord. Merci à vous. Alors, comment est-ce que vous voyez la couverture médiatique de ces événements-là, de ces élections? C'est vrai qu'on est au premier jour de la deuxième phase de ces élections. Est-ce que vous trouvez que les médias en font trop? Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire d'avoir une telle couverture? Est-ce que vous sentez que cette couverture est adéquate, on va dire, avec l'événement que vit l'Égypte actuellement? Moi, je trouve que la couverture est assez importante, mais ce n'est pas over. Ce n'est pas de trop, c'est juste ce qu'il faut. Oui. Parce qu'on ne peut pas donner moins et on doit donner pas plus. Il faut donner autant pour tous les candidats le même espace. Il ne faut pas donner de plus pour les candidats que des autres. Ça, c'est premièrement. Et la deuxième chose, c'est que ça doit être transparent. Que les médias n'ont pas le rôle d'influencer les gens. Les médias doivent avoir le rôle de donner la vérité. Oui. Et être transparent, que ça, c'est la vérité. Ce n'est pas leur point de vue, c'est le point de vue des candidats qui en parlent. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas trop, mais il faut que ça soit plus transparent. Oui. Plus transparent, un point de vue qu'ils donnent les messages, que vraiment les candidats doivent donner les messages qu'ils doivent le donner. Oui, mais on a l'impression que malgré cette campagne médiatique, en fait, et tout ce que l'on a pu voir à la télévision, cela n'a pas poussé les gens à aller voter. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas... Les gens, et moi, il me semble, c'est un peu triste, et c'est un peu vu assez pessimiste, que les gens n'ont pas d'espoir. Pourquoi? Les gens ne sont pas... c'est-à-dire, ils ne sont pas poussés à aller. Ils n'ont plus d'espoir ou ils ont confiance en leur président. Donc pour eux, finalement, le Parlement, c'est quelque chose de secondaire. Oui, c'est ça. Ça, c'est les deux côtés de la même chose, les deux. Ce n'est pas une seule raison, c'est plusieurs raisons. Premièrement, ils ont tellement confiance, grâce à Dieu, en président Sisi, alhamdoulilah, que tout le monde soutient le président. Ça, c'est alhamdoulilah. Et puis, il y a pour le Parlement, les gens sont divisés. Il y en a qui disent à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. D'autres qui disent il n'y a pas assez de candidats qu'on connaisse. Je ne sais pas pour qui voter. Je ne connais pas tous ces gens-là. Et je crois que c'est la faute aussi aux candidats. La couverture, l'espace qu'on donne aux candidats n'est pas assez. Ils donnent de l'espace, mais les candidats, il me semble, comme expert de communication, que les candidats n'ont pas leur message assez précis. Oui, le programme en lui-même. Le programme et leur message selon le programme. Voilà le programme et voilà mes objectifs et comment je vais y arriver. Comment je vais arriver à réaliser mes objectifs. Ils ne donnent pas ça précisément. C'est ça ce qui donne la confiance. Quand une personne a un programme précis et comment y arriver, c'est ça ce qui donne la confiance. Très bien. Pas le blablabla. Alors, allez, on va continuer bien sûr cette conversation très intéressante, mais on va d'abord retrouver Ahmed Aboul Hassan, notre collègue, qui se trouve à Ismaïlia. Ahmed, sabah al-khair. صالح لكن انت حدثنا ايضا عن الدائره الثانيه بمحافظه بورسعيد وهي دائره الضواحي والجنوب فايضا يتنافس على هذه الدائره dans cette circonscription, il y a une dispute entre 4 candidats sur 2 sièges seulement, en tête desquels figure ايوه Ahmed, معلش أنا مش سامع. Je n'entends pas bien, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? alors je pense est-ce qu'on arrive à avoir le son? Voilà, on n'arrive pas à savoir si votre collègue Ahmed Aboul Hassan, qui se trouve donc à Ismaïlia, nous entend. On va continuer. Est-ce que vous pensez que, vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les médias se sont focalisés sur certaines circonscriptions où il y avait des gens qui étaient assez connus. On pense par exemple à la circonscription de Ragusa. On a vu les candidats. Quasiment s'insulter en direct avec des téléphones un petit peu, des coups de téléphone, des soutiens des uns et des autres. Est-ce que médiatiquement, vous pensez qu'on aurait dû déjà préparer ça bien avant et permettre à chacun de venir
dire ce qu'il a comme programme, ce qu'il veut faire pour la circonscription où il s'est présenté. Moi, je crois que ce n'est pas la faute du média du tout, c'est la faute des candidats. Oui. On a l'impression que certains candidats n'ont même pas de programme, c'est vrai. C'est ça ce qui m'a angoissé. C'est que quand j'ai vu les candidats, je n'ai pas trouvé qu'il y a assez de programmes précis. Voilà, ça c'est mon programme 1, 2, 3, 4. Et comment je vais arriver à ce programme-là. Ce n'est pas la faute des médias. Moi, je trouve que les candidats n'ont pas été assez préparés pour les messages et ils n'ont pas été aussi préparés pour les questions. Parce qu'il y a des questions qui sont vraiment agressives. Alors, il faut être préparé pour les questions agressives. Mais est-ce que, normalement, quand on a un candidat, est-ce qu'il doit, lui, avoir quelqu'un qui le dirige, qui l'aide justement à parler, à présenter son programme, à être clair dans son message? Est-ce que finalement les candidats d'aujourd'hui, qu'on a pu voir, que ce soit dans le premier tour ou dans le deuxième tour, ce sont tout simplement beaucoup sont des hommes d'affaires qui veulent juste, voilà, par la parole et peut-être avec les gens, mais sans avoir vraiment de conseils médias pour parler. Vous savez qu'est-ce qui est pénible? C'est que les gens, la communication, c'est pas quelque chose de facile. La communication est une science. C'est la science la plus compliquée au monde. C'est la science qu'il faut être bien étudiée. Moi, je trouve que les candidats, la plupart des candidats, ils ne réalisent pas le pouvoir de la communication. Ils ne réalisent pas comment il faut être trained, comment adresser les médias, comment adresser les gens, comment faire le stakeholders mapping, à qui je dois parler, si je dois parler aux farmers, si je dois parler aux industriels, à qui je dois parler, à qui je dois communiquer, et comment communiquer à tous ces segments. Alors, c'est ça ce qui manque. Moi, je trouve que c'est le manque de la pouvoir de la communication et ce qu'il faut faire pour un training pour la communication. Parce que les gens parlent bien, ils savent bien parler, mais il y a la science de la communication. C'est ça ce qui manque. Moi, j'ai fait plusieurs candidats qui sont venus chez nous et je les ai aidés à être focus dans leur message. Parce que j'avais un candidat, sans dire des noms, qui avait des messages partout. Ouais, qui partait dans tous les sens. Partait dans tous les sens. Dans l'éducation, dans la pauvreté, dans la nourriture, tout. Alors j'ai dit non, il faut que vous soyez. Quel est votre programme? Et rester sur vos messages. L'important, c'est que le candidat, il doit rentrer avec ses messages et rester sur les messages. N'importe quoi que le anchor lui demande quel climat il fait dehors, est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud, il doit retourner à ses messages. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi? On s'aperçoit par exemple dans certains pays, on ne va pas citer lesquels, mais certains hommes politiques, des fois même certains présidents, sont élus uniquement grâce à leur communication. Exact. Et on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas de fond. C'est ça aussi le problème. C'est ça, c'est un problème assez grave. Parce que nous, ici, on avait j'ai vu des circonstances où le programme était excellent, mais le programme n'a pas été bien communiqué. C'est deux choses différentes. C'est d'être focus sur les messages et deuxièmement, comment donner ces messages. À qui et comment. Moi, je trouve que ce qui est pénible, pas pénible, mais ce qui manque, c'est que les gens qui parlent bien, qui savent bien parler, comme ils parlent bien à vous, ils ne sont pas assez trained pour parler avec les médias. C'est ça ce qui est. Et puis les médias, excusez-moi de vous le dire, parfois ils peuvent être très très agressifs. Oui, bien sûr. Et même moi, je suis tombée sur plusieurs chaînes, ils m'ont bien donné assez de difficultés. Mais pour revenir à le président, on va prendre l'exemple du président Abdel Fattah al-Sisi par exemple. Alors, je ne sais pas si jamais il a des conseillers en communication, mais on a l'impression que son message parfois est un message, on va dire, sentimental, qu'il touche les gens. Parce qu'il parle du cœur. Parce qu'il parle du cœur. De cette façon-là. Et c'est vrai que, est-ce que le charisme, par exemple, ça s'apprend, le charisme Gamal Abdel Nasser avait énormément de charisme. Oui. Il n'y avait pas de communication à l'époque, il n'avait pas Anwar Sadat certainement aussi avait beaucoup de charisme. Est-ce que le charisme, ça s'apprend? Est-ce qu'un candidat, par exemple, aux élections, qui a de bonnes idées mais qui n'a pas de charisme, peut venir et puis vous lui apprenez, enfin vous, ou des chargés de communication? Non, le charisme, on peut apprendre le charisme. Oui. On peut donner
charisme aussi, c'est une nature. Il y a des gens qui sont charismatiques par nature. Il y en a d'autres qui ne sont pas. Oui. Mais on peut les améliorer à donner les messages d'une façon spéciale, spécifique et tout ça. Mais le charisme, je ne crois pas qu'on peut c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un. Où il y en a et où il n'y en a pas. Nabil, prenez l'exemple, par exemple, du président Abdel Fattah el-Sisi. Est-ce que c'est important loin du charisme, d'adopter des vibrations de voix qui sont différentes? Vous disiez que c'était un message qui touchait le cœur. Parfois, ce sont des voix qui sont un peu plus mielleuses, un ton un peu plus ferme. Est-ce que le regard est important? Est-ce que la posture est importante aussi pour ces candidats? Tout ça, c'est important. Tout ce que vous dites, c'est pas un ou l'autre. C'est tout. C'est un ensemble. mélange. C'est comme Voilà. un cake. Ouais. Vous devez avoir le sucre, la farine, Ouais. l'œuf et tout ça. Tout ça ensemble, ça fait le message qui se donne avec charisme. Le charisme, comme vous dites, comme on le sait, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, mais on peut améliorer. Si on n'est pas né avec le charisme, et on peut améliorer notre charisme. Il y en a des gens qui, parce que parfois je vois des présidents partout au monde qui parlent, et ils ne touchent pas le cœur, ils ne touchent pas. Nous, alhamdoulilah, le président, tout ici, c'est parce qu'il est genuine, il est honnête, il est nationaliste, il connaît son peuple, il comprend très bien son peuple, il connaît leurs problèmes et il parle du cœur. C'est ça ce qui lui donne le charisme. On a vu pendant le premier tour, par contre, des gens qui parlaient de manière peut-être très simple pour essayer de toucher le plus possible les Égyptiens, parfois de manière vulgaire aussi. Est-ce que voilà, ça peut changer la donne? Est-ce que justement, quand on essaie d'être un petit peu plus proche de la manière de parler, ça aussi, ça peut apporter plus de voix? Vous savez, ce qui manque, pas ce qui manque, le premier problème, c'est le ego. C'est Ouais. l'ego. S'il y a des gens qui parlent avec un ego, moi je sais tout, moi je vais faire, et moi, et moi, et moi. Le mot moi ne doit pas être dans la communication du tout. C'est que je veux faire pour vous, c'est pas moi. Le moi et avec le ego, ça peut détruire tous les messages. Et j'ai vu des gens, des candidats avec le ego qui sort par les oreilles. Et d'autres qui sont humbles, très très humbles, et qui comprennent qu'ils parlent au cœur, ils parlent avec l'émotion de comprendre le peuple. À quoi est dû, d'après vous, parce que d'après, ça fait depuis maintenant quelques temps qu'on suit ces élections, pourquoi est-ce que les femmes vont voter plus que les hommes? Parce que les femmes, toujours les femmes, ils ont cet esprit qu'ils ne sont pas au même niveau pour les hommes. C'est-à-dire que s'il y a un poste pour l'emploi, il y a un homme et une femme qui se présentent pour le même poste, il y a toujours la tendance qu'ils vont prendre l'homme au lieu de la femme. C'est pour ça que les femmes luttent beaucoup plus. Parce que comme vous voyez aussi les Coptes, pourquoi les Coptes luttent beaucoup plus? Parce qu'ils sont aussi, ce sont des minorities, et les femmes sont des minorities. Alors tant qu'il y a des minorities, ils luttent beaucoup plus. Et ils essayent de s'exprimer avec beaucoup plus d'éducation, de training et tout ça. Ouais. C'est quoi, c'est une manière d'exister aussi? Pardon? C'est une manière d'exister un petit peu plus dans la société? Et est-ce que c'est une espèce de revanche aussi? Parce que c'est vrai que quand on voit par exemple la caricature de la femme arabe, c'est la bonne mère de famille, etc. Est-ce que c'est une revanche par rapport à cette image-là qu'on lui colle? Non, c'est pas la revanche. C'est que la culture a évolué. C'est que la culture dans les pays arabes a évolué. Il y a beaucoup plus de respect pour les femmes. Moi, je trouve que les femmes, vraiment, on est bien respectées dans le business comme nous. Les femmes sont respectées, ils ont leurs droits. Tant qu'on connaît bien son métier. Tant qu'on connaît bien son métier, tant qu'on connaît bien de ce qu'on parle, de ce qu'on fait. Vous voyez des femmes tout autour de nous. Dans les banques, dans la loi. Alors, concernant les femmes, on a pu voir à la télévision, par exemple, beaucoup plus de candidats hommes que de femmes. Pourquoi les femmes ne se sont pas, elles aussi, prêtées à cet exercice télévisé? Est-ce que c'est les médias qui ont plus mis en avant cette société masculine que la société féminine, ou est-ce que finalement les femmes, elles ont plus de mal à s'exprimer aussi face à un autre candidat homme? Non, c'est pas qu'ils ont du mal. Et est-ce que les électeurs est-ce que les électeurs aussi n'ont pas des a priori
vis-à-vis des femmes quand ils vont voter. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils les jugent d'une façon égale à un homme? Non, moi je trouve qu'ils non, c'est pas. Ils se trouvent égalité avec l'homme. Elles se trouvent égalité, mais ils ont peur. Elles ont peur de s'exprimer parce qu'ils sont plus vulnérables à être attaqués que les hommes. Les femmes sont plus vulnérables à être attaquées par les médias et par les candidats aussi, par les autres. Et moi, ce qui m'est vraiment important, c'est d'avoir du respect. Chaque candidat doit avoir du respect pour son compétiteur. Il ne faut pas se donner de mauvaises langues, des mots de méchanceté, d'attaquer. Il ne faut pas dire d'attaquer. Il ne faut pas attaquer l'autre. Il faut dire ce que moi je veux faire. Ce n'est pas les défauts de l'autre. Il faut parler de ce que moi je veux faire pour mon peuple, pas les défauts de l'autre. Est-ce que pour être un bonhomme politique, parce que ces personnes-là qui vont être au Parlement vont elles aussi exercer la politique, c'est elles qui doivent régir et faire nos lois, il faut être un bon orateur. Il faut savoir parler. Absolument, absolument. Comme ils disent, you can sell refrigerators to the Eskimos. Si vous pouvez vendre des congélateurs aux Esquimaux. C'est ça le pouvoir de la communication. C'est quoi, ça, être un bon vendeur? Non, non, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les gens veulent. It's not what I want to sell, it's what you want to buy. Oui. C'est un message, c'est pas moi qui dois vous donner, c'est que ce que vous voulez savoir de mon message. Qu'est-ce que vous allez gagner comme une personne qui achète mon message. Au premier résultat, quand on voit comme ça au premier tour, c'est vrai que les gens qui ont une histoire, alors peut-être que c'est une bonne histoire ou bien une mauvaise histoire ou un mauvais passé ou un bon passé, ont été élus. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un nom pour être élu? Ou bien est-ce qu'on peut se faire un nom aujourd'hui dans la politique en Égypte? Non, c'est pas le passé qui compte, c'est le futur qui compte. C'est le présent et le futur. Ça m'est bien égal ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Comment vous allez améliorer ma vie pour moi? Si vous êtes élu dans le Parlement, en quoi ça va me servir moi, comme un citoyen? Et est-ce que certains candidats sont désavantagés par rapport à d'autres? Par exemple, si jamais, dans une circonscription, il y a quelqu'un qui est très connu, ça peut être un homme des médias, un avocat, un ancien homme politique très connu, et que un candidat décide de rentrer en compétition avec lui. Est-ce qu'il a perdu d'avance? Est-ce que le fait que l'autre a plus de notoriété, qui passe plus à la télévision, lui donne plus de chances de gagner? Non, non. C'est la force de la communication qui donne l'espoir. C'est pas le passé, ni le présent, ni c'est la force de la communication et la force des messages qu'il doit donner. C'est pas l'espace autant que d'important que les messages qui touchent le peuple. Moi, je trouve que c'est que la chose la plus importante, c'est bien étudier les messages. Et c'est pas l'étudier que moi je dis, voilà, il faut dire ça et ça et ça. Il faut tester ces messages. Est-ce que ces messages-là, ça me touche, moi, comme citoyenne, moi qui suis dans la Haute-Égypte, je ne trouve pas un coin à manger, ça me touche, moi, ou pas? Et ils font pas, moi je trouve qu'ils ne font pas assez de recherche sur les messages. Moi, ils développent les messages, mais comment ces messages sont reçus, c'est autre chose. C'est autre chose. Et moi, j'ai beaucoup étudié dans les villages sur des produits et tout ça. Il y a des messages et les gens le comprennent d'une autre façon. Complètement différente. Ils interprètent les messages d'une autre façon. Alors, il faut tester les messages. On ne peut pas sortir que dire, voilà, c'est ça, c'est le message. Celui qui reçoit le message, il doit l'interpréter d'une autre façon complètement. Alors, on parle beaucoup de la force du message, la force de la parole, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas la force de l'argent aussi qui fait que ces personnes-là sont au Parlement par rapport à d'autres? Oui, la force de l'argent aussi. Donc, c'est ça aussi qui pousse aujourd'hui. Ça fait beaucoup, ça joue beaucoup, mais ce n'est pas le tout. C'est pas le tout, parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont très intelligents. Si vous voyez les gens à la Haute-Égypte et à la Basse-Égypte, les gens qui sont presque illiterate, mais ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Mais on a entendu beaucoup de cas de fraude aussi, de personnes qui achetaient des voix dans le gouvernorat de Gizeh, dans le gouvernorat du Caire aussi. Finalement, ça fausse toute la balance, alors que ces personnes ne sont pas spécialement représentatives du vœu peut-être de... Ça, on ne peut rien y faire, on ne peut ni rien faire, mais je trouve que ça, c'est pas juste. C'est pas juste du tout d'acheter les votes. Mais on avait l'impression qu'après le renversement
des frères musulmans, on avait l'impression que les Égyptiens avaient mûri, justement. Oui, que, je trouve, vraiment. Voilà, qu'ils n'acceptaient plus de donner leur voix contre des sacs de riz ou des choses comme ça, mais on a l'impression que finalement l'argent est toujours présent. Il y a des... Évidemment, évidemment. Les gens sont pauvres aussi, il faut avouer. Nous avons la pauvreté, les gens qui sont moins de $5 par jour. Mais est-ce que c'est possible d'être vraiment démocratique avec un système comme ça? Semi-démocratie. Oui. Mi-démocratie. Ce n'est pas la démocratie complète et ce n'est pas le programme autoritaire d'avant. On y va vers la démocratie, mais on n'est pas encore arrivé à ça. Mais on est sur le bon chemin. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans le bon chemin. Moi, je suis toujours optimiste, mais peut-être je suis over-optimiste maintenant. Je suis over-optimiste. Allez, on va retourner sur le terrain. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial, Hazem Kamel, qui se trouve dans le gouvernorat de Mansoura. Hazem, sabah al-khair. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hazem, nous voulons savoir le déroulement du vote au gouvernorat d'El Mansoura parce qu'il y avait une dénonciation qui a été présentée selon laquelle il n'y aura plus de vote aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez avoir clarifié la situation maintenant? La Cour administrative a annulé le vote dans la circonscription de Bandar El Mansoura. Cette décision a été promulguée hier et cette Cour a annulé cette décision et il est décidé de procéder au vote dans El Bandar El Mansoura. On répète, c'est la seule circonscription de Bandar El Mansoura où on a annulé le vote, mais après l'annulation de cette résolution de la part de la haute cour d'administration, aujourd'hui ça sera un jour normal du vote dans les 11 circonscriptions électorales. On le répète pour la deuxième fois parce qu'il y a plusieurs habitants du gouvernorat ou de la ville d'El Mansoura qui ont l'intention de ne pas participer au vote, spécialement au deuxième tour de la deuxième phase. Donc nous voulons signaler aujourd'hui que la dernière décision adoptée par la haute cour administrative et le vote aura lieu normalement et tous les électeurs vont participer aux urnes et de l'autre côté il y a il est prématuré de parler du vote au cours des premières heures de la journée. Peut-être à la fin de la journée, il y aura une affluence des électeurs. De même, depuis les premières heures de ce jour, il y aura des électeurs qui vont se rendre aux urnes d'une manière individuelle et non pas en famille comme ce qui s'est passé au cours de la première tour. Donc, il y avait également à peu près 38 circonscriptions qui ont été affectées par 5 minutes d'ouverture, et spécialement dans la ville d'El Mansoura, spécialement dans les zones rurales. Il y avait un retard de l'arrivée des juges dans 38 circonscriptions. De même, ils ont retardé l'ouverture des bureaux de vote à 9 heures pile, mais ce retard a duré 5 minutes. À l'exception de ce retard, il n'y aura plus des irrégularités électorales jusqu'à l'instant où nous parlons maintenant. Le taux de participation au vote est moyen ou au-dessous du moyen et en général, en parlant du vote dans le gouvernorat d'El Mansoura, à peu près il y a 4 millions d'habitants ou 4 millions d'électeurs qui ont le droit de participer à le second tour de la deuxième phase électorale et ils vont participer au vote dans 1590 sous-comités où se disputent à peu près 365 candidats, y compris 93 candidats qui appartiennent à des partis et la plupart de ces partis figurent le parti des New Wafd et le parti des Égyptiens libres ou El Masriyin El Ahrar. Donc, quand vous voyez le climat général du vote au gouvernorat de Dakhaleya et se penche sur les candidats individuels. Et en parlant de l'affluence,
l'affluence des électeurs au cours de la première tour. Il y avait une participation très forte des électeurs en faveur du scrutin par liste. Et comme vous savez, le scrutin par liste a remporté les élections au cours de la première tour des élections. Et comme vous savez, il y a la liste de Hobb Masr ou de l'amour de l'Égypte qui taille la part du lion. De même, il y a un déploiement des policiers et des forces armées au gouvernorat et ils peuvent intervenir rapidement en cas d'urgence. De même, l'état d'alerte a été élevé dans les différentes circonscriptions au sein du gouvernorat. De même, tous les services exécutifs et administratifs et tous les services de base déploient des efforts louables, spécialement dans les différentes circonscriptions électorales pour rendre service aux personnes âgées et aux handicapés. De même, il y a une facilitation du processus de vote. Jusqu'à l'instant, il n'y a plus des irrégularités qui peuvent affecter négativement le processus du vote ou qui affectent négativement la neutralité du vote jusqu'à l'instant. Merci pour notre collègue Hazem Kamal. Merci beaucoup, Hazem Kamal. Alors, on parlait tout à l'heure de communication pour les candidats. Est-ce que il ne faudrait pas aussi une vraie communication pour les partis politiques? On a l'impression que les Égyptiens, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas descendus nombreux, c'est que les partis, ils ne se sentent pas appartenir à ces partis politiques. Ces partis politiques sont loin d'eux. De leur propre candidat, vous trouvez? Non, les électeurs. C'est-à-dire que les partis, par exemple, quand on regarde dans certains pays, aux États-Unis, il y a de grands partis, c'est toujours, on appartient soit à l'un parti, soit à l'autre, on a des sympathies pour ces partis. Ici, on a l'impression que les partis ne représentent pas les Égyptiens. Et ça, c'est le vrai problème. Oui, moi, il me semble, vous avez raison. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces partis fassent justement un petit peu de communication pour montrer aux gens qu'ils sont là, qu'ils s'intéressent aux problèmes de l'Égypte, qu'ils ont des solutions pour résoudre ces problèmes? Oui, moi je trouve que les partis n'ont pas fait assez d'efforts dans la communication. La communication a été faite par les individuels, mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez backed par leur parti. C'est-à-dire que la partie ne prenne pas un candidat qui le pousse vraiment. Et il n'y a pas assez de communication avec le candidat et la partie. Il me semble que même les messages de la partie ne sont pas au même alignment avec le candidat. C'est ce qui me fait peut trouver que le problème, si on le summarise en bref, il ne donne pas assez d'importance à la communication. Chacun parle de son propre perspective, il parle seul, il parle de sa propre perspective. Il ne se donne pas la peine de faire des recherches, comment ces messages sont reçus par les gens. Et il n'y a pas de alignment entre le candidat et la partie. Mais est-ce que ça, c'est pas propre justement à la culture égyptienne? Parce que Nabil a pris l'exemple, par exemple, des États-Unis où il y a le parti républicain démocrate, il y a des grands meetings. En France, pareil, le parti de gauche, de droite ou de la force ouvrière, enfin tous les différents partis aussi organisent des grands meetings où on voit les chefs de parti avec leur public. C'est pas trop la culture des Égyptiens finalement de s'intéresser peut-être à la vie politique tout simplement, parce que finalement on a commencé à s'intéresser à la politique qu'après la révolution de 2011. Est-ce que voilà, c'est quelque chose dans l'esprit égyptien? C'est juste ce que vous dites, mais c'est pas trop tard pour changer cet esprit. Ce mindset, il faut changer ce mindset. Oui. Il faut le changer, mais c'est avec la communication aussi qu'il faut changer ce mindset. On va continuer avec... on est dans un autre gouvernorat. Alors, on va nous le dire tout de suite à l'oreillette. Mahmoud Ismail qui se trouve à Mahalla al-Kubra. Mahmoud Ismail, sabah al-khir. Mahmoud Ismail, bonjour. Sabah al-khir, Dora. Bonjour Dora, bonjour tous les téléspectateurs. Monsieur Mahmoud, vous êtes à El Mahalla El Kubra. Comment se déroule le processus de vote?
Donc, effectivement, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes devant les électeurs à 9h pile du matin dans la plupart des circonscriptions électorales au gouvernorat d'El Gharbia, à l'exception des sous-comités dans la ville de Markastanta et de Kantour et Bassioun à cause du retard de l'arrivée des juges et le retard de l'ouverture des bureaux de vote a dépassé 1 heure. En l'exception de cela, tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 9h pile et les électeurs ont commencé à s'affluer au bureau de vote pour se prononcer. Et en ce qui concerne le taux de participation au vote dans les circonscriptions, la participation est très limitée. Concernant les autres circonscriptions, certaines sources ont signalé la présence des rangs, des foules d'attente et il y avait un bon nombre des citoyens, à l'exception, spécialement dans les villes, les villages où se trouvent les candidats et pour cette raison, ils sont capables de mobiliser les électeurs devant le bureau de vote avant leur ouverture à 7 heures du matin et cela prouve que la participation va s'accroître en comparaison avec le premier tour des élections au gouvernorat d'El Gharbia. Le gouvernorat d'El Gharbia, dans ce gouvernorat, il y a une rivalité entre 48 candidats, y compris 22 candidats indépendants, en plus des candidats relevant des partis et représentant la plupart des partis qui participent au deuxième tour de la seconde phase des élections, en tête desquels figure le parti de Masriyin al-Ahrar, incluant 8 candidats. Ensuite, le parti de l'avenir de la patrie, le parti de l'Ouavd, incluant 5 candidats. À la 4e place, le parti du mouvement national, et il reste 3 partis qui disputent les élections, à savoir le parti de Salam démocratique ou de la paix démocratique. Donc, de cette façon, ces circonscriptions incluent 4 sous-commissions et il y a 2400 sous-comités avec plusieurs voix des électeurs. Le taux de participation lors de la première tour a atteint 30% et le taux d'affluence dans la première tour de la première phase des élections au gouvernorat d'El Gharbia a atteint 31,73%. Donc, 48 candidats disputent 24 sièges et c'est les sièges qui sont consacrés au gouvernorat d'El Gharbia et on a consacré 7 sièges pour la liste de Hobb Masr, spécialement concernant les mesures de sécurité. Il y a un déploiement des policiers et des forces armées qui n'épargnent aucun effort pour la sécurisation du processus du vote et dans le but de faciliter l'arrivée des électeurs au bureau de vote. De même, il y a des patrouilles mobiles qui sont déployées dans les rues pour la sécurité des électeurs depuis leur sortie des maisons jusqu'à leur arrivée de bureau de vote. De même, il y a des patrouilles fixes et stables devant les bureaux de vote. Je vous parle de la circonscription de El Mahalla Al-Kobra où se disputent 6 candidats sur 3 sièges, y compris une seule femme. Le gouvernorat d'El Gharbia déploie des efforts louables pour faciliter le processus de vote et le gouverneur d'El Gharbia a tenu des rencontres avec les directeurs des autorités exécutives et les responsables du secteur électrique et de même il les a émis les directives selon lesquelles on doit fournir les courants électriques et de régler le problème en cas de coupure du courant électrique. Concernant cette circonscription, il y avait une participation des conseils de droits de l'homme qui n'a pas enregistré des irrégularités électorales jusqu'à maintenant. Merci pour notre collègue Mahmoud Ismail du El Mahalla. On remercie donc notre collègue Mahmoud Ismail qui nous parlait de Mahalla. À quoi est due, selon vous, la déroute des partis islamistes salafistes? On se souvient, il y a quelques années, c'était la deuxième force du Parlement. Les salafistes étaient la deuxième force du Parlement. Aujourd'hui, apparemment, ils sont battus un petit peu partout, même dans les régions où ils étaient assez forts. À quoi c'est dû? Est-ce que les Égyptiens prennent conscience un petit peu? Oui, ou bien est-ce qu'il y a un problème de communication chez eux? Il y a un grand problème de communication chez eux, c'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de ce qu'ils vont faire
pour les autres. C'est ça ce qu'ils ont, premièrement, le problème de la communication. Leur message n'est pas tout à fait précis, ce n'est pas un message qui touche, c'est que ce que moi. Ce n'est pas ce que je veux faire pour vous. C'est ça, premièrement. Et deuxièmement, les gens, ils en ont eu marre des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Ils ont entendu des messages à n'en plus finir. Depuis des années et des siècles qu'on entend des messages qui n'ont pas été réalisés. Alors, des promesses qui n'ont pas le soutien, alors les gens ils ont perdu confiance. Alors, vous disiez qu'il fallait changer la mentalité et que l'on ait plus conscience de cette importance de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, la communication devrait être enseignée aussi dans les écoles? Est-ce que savoir bien parler, savoir bien se présenter, savoir se tenir, est-ce que ça fait partie des choses essentielles pour réussir après sa vie active? Non, je ne crois pas que ça, c'est quelque chose qu'on va donner dans les écoles. C'est quelque chose qu'on apprend plus tard, parce que dans les écoles, on apprend ce qu'il faut, la géographie, l'histoire, la physique et tout ça. Mais la communication, c'est quelque chose au-delà de tout ce qu'on apprend dans les écoles, dans les universités. C'est quelque chose de très précis, il faut faire des cours très précis. Moi, jusqu'à présent, avec 50 ans dans la communication, je vais encore aller aux États-Unis parce que je veux suivre un autre cours dans la communication. Ouais. Alors, c'est un métier qui ne finit jamais. Alors, on va bien évidemment continuer cette couverture médiatique et nos correspondants qui sont un petit peu sur place. On va juste prendre une courte pause et on revient tout de suite après. Voilà, on essaie d'avoir d'autres envoyés spéciaux un petit peu partout, mais c'est difficile de faire la connexion. Dernière question, Madame Lula. Est-ce que vous trouvez que les médias, on avait commencé un petit peu avec cette question-là, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas allés voter en nombre? Est-ce que vous pensez que les médias ont un rôle? Est-ce que le fait de ne pas avoir parlé des élections pendant très longtemps et puis d'en parler jusqu'à l'overdose parfois pour certains, est-ce que certains grands présentateurs de talk-show qui ont incité les gens à aller voter en leur disant il faut aller voter, il faut absolument... Est-ce que ça finalement, ça n'a pas amené l'effet contraire? Est-ce que ça n'a pas amené un effet de dégoût, on va dire, des gens pour se dire voilà, non, on est assez grand, on peut prendre nos responsabilités, on n'écoute pas les médias finalement? Je trouve que aussi c'est tout le mindset des Égyptiens, qu'ils ont perdu un peu l'espoir. Est-ce que ce Parlement vraiment va faire une différence? C'est ça ce que les gens disent. Moi j'écoute les gens, les pauvres, ils disent, est-ce que vraiment, bien, on va voter pour celui-là ou celui-là, pour ceci ou celle-là. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Ou bien tout va être pareil? Comment c'était pendant des siècles et des siècles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer? Ou les gens, une fois qu'ils sont élus, ils oublient leurs promesses qu'ils ont faites au peuple. Et ce qui arrive très souvent. On fait des promesses et puis on n'arrive pas à overdose de promesses. Et over-promising. C'est-à-dire qu'ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Par exemple, quelqu'un qui dit « je veux complètement éliminer toute la pauvreté de l'Égypte, je veux éliminer, et l'éducation sera pour tout le monde ». Ça ne peut pas être réalisé d'un jour à l'autre. Alors, c'est que moi, je trouve que les gens, vraiment, ils n'ont pas tellement confiance en candidats qu'ils élus parce qu'ils ont été déçus pendant plusieurs années. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Madame Lola Zaklan, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir fait partager cette importance de la communication pour, faut être clair dans ces messages pour pouvoir après bien exercer son métier de parlementaire, puisque, enfin, pas un métier, mais sa fonction de parlementaire plus tard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver, bien sûr, tout au long de la journée en français, mais également en anglais, pour suivre ces élections parlementaires aujourd'hui et demain. Restez avec nous. Au revoir.